voilà, la population d'intérêt. Donc juste en préambule, pourquoi en fait j'ai proposé ce sujet qui n'est pas vraiment à l'origine d'une actualité importante dans le domaine scientifique. C'est simplement parce qu'en fait ça rencontrait ma pratique puisque en mars 2023 en France, l'ANSM nous faisait savoir que les spécialités josacine allaient disparaître. Donc il y avait un arrêt de commercialisation qui n'était pas lié à une inquiétude de sécurité ni d'efficacité du médicament, mais simplement un arrêt de commercialisation par l'industrie pharmaceutique. Donc en fait la question c'était, bon, nous on avait une utilisation de cette josacine dans le traitement des infections et des colonisations à mycoplasme, comment on allait remplacer ce traitement, par quoi, et du coup ça a été l'occasion de revisiter un petit peu nos pratiques. Et vous allez voir qu'on a finalement évolué dans un sens pas tout à fait attendu. Donc, on rappelle la famille des mycoplasmes, donc famille des mycoplasmes ATCE, donc deux genres, et on va tout de suite éliminer le mycoplasme respiratoire qui est un pathogène avec un tropisme respiratoire parce qu'il ne concerne que très exceptionnellement le nouveau-né. Éliminer aussi l'uréaplasma génitalium qui est surtout associé aux infections sexuellement transmissibles chez l'homme, et donc ne retenir que les mycoplasmes urogénitaux de la flore commensale, que sont le mycoplasme hominis et l'uréaplasma qui maintenant est identifié en uréaplasma et uréalyticum et uréaplasma parvum par les nouvelles techniques. Donc là aussi, ces mycoplasmes font partie de la flore commensale avec un portage fréquent au niveau vaginal chez la femme qui va être augmenté en plus pendant la grossesse. Donc mycoplasme hominis, c'est jusqu'à 30% de portage, et l'uréaplasma, on peut avoir jusqu'à 80% de portage chez la femme. Ça peut devenir un pathogène opportuniste, sinon on ne serait pas là. Et donc, il peut être responsable chez la femme d'infections génitales basses, souvent en association avec d'autres germes, et on parlera de vaginose, et ou d'infections génitales hautes, qui sont plus difficiles à diagnostiquer parce que souvent peu symptomatiques. Alors, la recherche de mycoplasme, elle se fait par une technique historiquement de culture, avec une culture qui est difficile, là aussi, qui est longue, avec des milieux spécialisés. Et donc, on va identifier en culture l'aspect caractéristique de mycoplasme hominis, en œuf sur le plat, ou d'uréaplasma uréalyticum, cet aspect en oursin. Plus récemment, et ça s'est démocratisé dans les années 2000, la PCR est arrivée, qui donc permet à la fois de confirmer le diagnostic, mais surtout d'identifier des espèces, et c'est comme ça que maintenant on peut identifier au sein du uréaplasma l'uréalyticum et le parvum, qui en fait avant n'étaient pas distinguables. Alors, on a vu le portage important au niveau vaginal. Quelles sont les conséquences de ce portage sur la grossesse et éventuellement sur le devenir du nouveau-né? Donc ça a été à l'origine d'une très très abondante littérature dont Jwando a fait une méta-analyse récente en 2022 où il a colligé 57 études, mais sur plus de 2000 études et sur une période de plus de 50 ans. Et donc, en regardant, par exemple, sur l'item conséquences du portage sur la naissance prématurée. Alors, vous voyez les résultats, il a distingué les études qui s'intéressaient aux hominis et uréalyticum, et vous voyez les résultats qui peuvent sembler au départ significatifs, mais en fait, méthodologiquement, ces études sont extrêmement critiquables. Il n'y a quasiment pas d'analyse univariée, donc il n'y a pas de prise en compte de facteurs confondants, ce qui rend l'analyse difficile. Et en fait, on a réévalué le lien de causalité qui a été donc réfuté par les auteurs. Et donc, que ce soit sur la naissance prématurée, sur les fausses couches, la mortalité péri- et néonatale, on n'a pas établi de lien entre le portage de mycoplasme chez la femme et ces critères de jugement. Donc il y a d'autres études, il y a probablement d'autres études en cours, c'est sûr même, mais pour l'instant, il n'y a pas de lien de causalité. Alors qu'en est-il maintenant des infections génitales hautes, qui sont là encore difficiles à diagnostiquer?
Là, c'est une étude de cohorte qui a regardé en fait sur une diade, 350 diades mère-enfant, qui a prélevé donc les placentas et les cordons à la naissance sur des enfants prématurés. Donc vous voyez qu'il y a 23% de culture positive. On augmente cette positivité en cas de prématurité spontanée et encore plus chez le nouveau-né de moins de 25 semaines. Et ce qui ressort quand on regarde donc les critères de mortalité, morbidité périnatale, c'est qu'il y a une association significative qui ressort pour la dysplasie bronchopulmonaire, donc elle est définie par l'oxygène à J28, ou le syndrome d'infection systémique, la réponse inflammatoire systémique du nouveau-né, qui sont documentés. Cette étude a regardé aussi dans les prélèvements... Donc en fait, la difficulté de cette transmission materno-fétale, donc, elle se fait par 3 modes. Elle est donc verticale, la voie ascendante, qui est donc la multiplication et la colonisation et la multiplication en fait, dans le sac amniotique de l'agent mycoplasme. Il est possible très très tôt pendant la grossesse, puisque quand on fait des ponctions à visée génétique, on a des fois des prélèvements qui sont positifs. Il y a jusqu'à 12% des prélèvements qui ont été définis positifs. Et cette détection précoce, souvent, elle peut tout à fait être à membrane intacte. Donc il y a très très peu de signes évocateurs de cette infection évolutive à bas bruit. Et les femmes qui sont avec... la plupart de ces femmes vont quand même accoucher à terme, hein, et celles qui vont accoucher prématurément et faire des fausses couches, on a constaté qu'il y avait un taux significativement plus élevé d'interleukine 6 dans les prélèvements de ces femmes. On a possibilité d'avoir une transmission par voie hématogène transplacentaire, et puis la grande majorité quand même des transmission va se faire par voie périnatale au moment du passage de la filière vaginale. Ça, c'est authentifié par le fait qu'on voit des sécrétions positives quand on fait des aspirations trachéales chez l'enfant dès la première heure de vie, hein, jusqu'à 24 heures. Ce qui est aussi possible, c'est que les prélèvements qu'on fait très tôt ne peuvent être négatifs, mais cette transmission va être à l'origine d'une colonisation qui va donc pouvoir se multiplier, et des prélèvements qu'on fait plus tard peuvent se positiver, même si ceux qui étaient faits initialement sont négatifs. Donc la fréquence de cette transmission, elle est très élevée, elle est variable selon les études, hein, mais elle est notamment très très élevée pour uréaplasma, jusqu'à presque 90% des cas, et elle est inversement proportionnelle à l'âge gestationnel. Vous voyez, plus l'âge gestationnel est bas, plus la transmission est élevée. Alors on a regardé dans le service comment se distribuaient les mycoplasmes. Donc on a, nous, une stratégie de dépistage systématique sur la population des enfants de 26 et moins de 26 semaines, en fait. Donc on a regardé sur les 6 derniers mois. On a eu donc 46 prélèvements, et vous voyez qu'ils sont positifs dans 34% des cas. Et ma surprise, mais visiblement ce n'est pas forcément très étonnant, on a essentiellement du l'uréaplasma parvum, plus de 85%. Alors, quelle est la morbidité néonatale associée? En fait, pour l'instant, on parle uniquement de colonisation, hein, associée au mycoplasme. Donc, on décrit des pneumopathies, donc des infections pulmonaires, qui sont rares, qui ont une présentation qui est peu spécifique, qui va se manifester dans les 15 premiers jours de vie, avec une détresse respiratoire, des critères radiologiques qui sont là encore peu spécifiques, mais qui ne sont pas des foyers systématisés. Donc il s'agit là d'une forme de transmission congénitale, et le plus souvent on retrouve un uréaplasma. Sont décrites aussi... Alors les passages, les bactériémies à mycoplasme sont quasiment jamais décrites. On a par contre des infections du système nerveux central qui sont bien décrites, avec surtout des case reports en fait, donc sous la forme de méningite ou méningoencéphalite. On trouve à ce moment-là plutôt de mycoplasme hominis, en sachant que
le mycoplasme hominis est capable de pousser sur des milieux non spécifiques plus difficilement pour le réaplasma. Et souvent, ces diagnostics de méningite ou méningoencéphalite sont des diagnostics accidentels, en fait. On fait une PL à l'occasion d'un sepsis et en fait, on tombe sur un mycoplasme. Et puis, la grande question sur laquelle on va s'attarder, c'est la morbidité associée, qui est la dysplasie bronchopulmonaire, qui a fait couler beaucoup d'encre et donc agité beaucoup les néonatologistes. Alors, donc ça, c'est une étude qui a évalué en fait l'association entre la colonisation et réaplasma et la survenue d'une dysplasie bronchopulmonaire. Donc, une population de moins de 29 semaines, des enfants qui étaient donc inclus quand ils étaient intubés dans les 72 premières heures de vie et chez lesquels on dépistait plusieurs agents infectieux, dont le réaplasma. En fait, ce qu'on a montré, c'est que quand on regarde les facteurs associés au risque de dysplasie bronchopulmonaire ou de décès, avec une analyse multivariée, 2 facteurs ressortaient de façon indépendante, la colonisation et le réaplasma et la ventilation mécanique invasive, avec un poids de cette ventilation d'ailleurs qui était assez fort, et on a pu mesurer le poids de chaque jour de ventilation supplémentaire qui augmentait de façon significative le risque d'évoluer vers une dysplasie bronchopulmonaire, et ce poids de la ventilation était notamment plus fort à mesure que l'âge gestationnel augmentait. Alors, de cette littérature abondante, Lowe a fait une méta-analyse en 2014 et il a donc montré qu'il y avait une corrélation significative entre le portage de mycoplasme et du réaplasma dans cette méta-analyse et la dysplasie, que ce soit à 36 semaines ou à J28. Alors, quels sont les mécanismes proposés pour expliquer cette corrélation? Donc ça, c'est le schéma proposé par Vicardi en 2009. En fait, l'agent pathogène Ureaplasma ureolyticum va donc être présent sur une durée variable. Il peut être présent en anténatal et après persister en postnatal sur une durée variable, puisqu'il peut y avoir aussi une colonisation transitoire, mais qui peut durer. Et donc, sous l'effet en fait, de cette colonisation, il a proposé que des mécanismes d'agression bien connus pour être associés à la dysplasie bronchopulmonaire, tels que la ventilation, le barotraumatisme d'une ventilation mécanique, l'oxygénothérapie, va activer une réaction inflammatoire dysrégulée, en fait, sous l'effet de la colonisation à mycoplasme. Et en fait, le principe de ce mécanisme, c'est donc que le mycoplasme permet une activation inflammatoire très importante sous l'effet des facteurs impliqués dans la dysplasie bronchopulmonaire. Donc, on va aborder maintenant l'aspect thérapeutique. Donc, pour cela, il faut savoir définir les objectifs. Est-ce qu'on veut éradiquer le mycoplasme? On sait que c'est difficile. Est-ce qu'il y a un bénéfice à éradiquer donc, ces mycoplasmes? Est-ce qu'on traite une infection? Ou est-ce qu'on se place dans une stratégie de prévention des conséquences inflammatoires associées à la colonisation? Et donc, dans ce cas-là, il faut identifier la population à risque. Et là encore, si on met un traitement, évaluer bien sûr ses bénéfices. Alors, le traitement des mycoplasmes chez le nouveau-né, il y a une seule classe thérapeutique, une seule catégorie de médicaments, sont les macrolides. On en a plusieurs à notre disposition, avec des variations selon l'efficacité sur le spectre d'action et des données de tolérance et de sécurité qui sont relativement ténues chez le nouveau-né. Et on connaît donc des risques chez l'adulte, qui sont la toxicité cardiovasculaire, la toxicité otologique et l'impact sur la flore bactérienne dont on reparlera. Donc ça, c'est une étude européenne qui a regardé un petit peu les pratiques de dépistage et de traitement. En 2014, il y avait 167 unités, c'est à peu près 20% qui représentent 20% des unités interrogées. Et on voit que la stratégie de dépistage sur les moins de 28 semaines était à peu près de 50%.
Dans le choix des traitements, on avait donc les 4 molécules appartenant à la classe des macrolides, avec préférentiellement une utilisation de l'érythromycine. L'azithromycine était aussi représentée et de façon assez diffuse sur l'ensemble des pays. La clarithromycine et la josamycine que vous voyez en jaune, qui est l'apanage uniquement des Français. Il n'y avait que la France qui utilisait la josamycine. Donc, est-ce qu'on a montré des bénéfices à traiter pour prévenir la dysplasie bronchopulmonaire? Donc, il y a eu des études avec l'érythromycine. Il y a une méta-analyse qui est maintenant bien ancienne, qui montre qu'il n'y a pas vraiment d'activité et d'intérêt pour cette molécule dans cette indication, puisqu'on ne pouvait pas conclure. Par contre, il y a un réel intérêt pour l'azithromycine, qui est donc un spectre qui correspond à une efficacité et surtout qui a en association des propriétés inflammatoires qui sont bien connues, qui sont d'ailleurs bien connues chez les adultes, puisque c'est des molécules qui sont utilisées dans les pathologies respiratoires chroniques, que ce soit les BPCO ou aussi chez l'enfant qui a une mucoviscidose ou l'adulte qui a une mucoviscidose. Alors, il y a eu plusieurs études qui ont essayé d'évaluer ce bénéfice d'un traitement par azithromycine avec des schémas thérapeutiques différents. C'est des études prospectives azithromycine contre placebo, avec donc des analyses qui ont été faites sur la population entière et puis des analyses en sous-groupe sur la population dépistée positive à uréaplasma. Et vous voyez que les résultats sont contradictoires en fait, mais globalement, il n'y a pas beaucoup de résultats qui montrent une amélioration, un bénéfice de l'azithromycine pour prévenir la dysplasie bronchopulmonaire. Il y a ici une étude qui montrait, avec un effectif relativement réduit, un bénéfice, mais globalement, les résultats sont hétérogènes. Et donc, il y a une méta-analyse en 2021 qui a compilé l'ensemble de ces études et qui montre quand même un bénéfice, si on regarde la dysplasie, qui montre un bénéfice sur la dysplasie bronchopulmonaire. Je ne vois plus. Ah oui, pardon. Un bénéfice sur le critère combiné dysplasie bronchopulmonaire et décès, mais pas sur les autres critères de venir. Donc là, on a vu les bénéfices qui sont pas encore complètement bien établis, avec des résultats discordants. Quels sont les risques associés au traitement par l'azithromycine? Alors, les risques théoriques qu'on connaît chez l'adulte, ils sont très très peu rapportés chez l'enfant. Il y a eu un cas d'anomalie du trouble du rythme sur une torsade de pointe dans un cadre de surdosage, mais ça justifie probablement le monitoring. La sténose du pylore, là aussi, dans certaines vieilles études, elle a été montrée comme augmentée par un traitement chez le nouveau-né, donc il y a une surveillance à mettre en place. Globalement, il y a quand même très très peu d'effets indésirables rapportés par l'ensemble des études. La discussion, et celle qu'on a eue nous dans notre service, c'est l'impact de ces traitements sur la flore bactérienne. Et donc, en discutant avec et ça c'est quelque chose qui est bien connu chez l'adulte, l'émergence de germes résistants sur les traitements chroniques avec de l'azithromycine. Et donc, à ce jour, la discussion qu'on a eue avec nos infectiologues, ce risque-là, il est majoré par rapport à un traitement par la josacine, surtout du fait d'une demi-vie beaucoup plus longue de l'azithromycine. Donc pour l'instant, nous n'avons pas continué à traiter les enfants à risque et colonisés dans notre service que nous faisions avant. Donc, en conclusion, pour répondre aux questions, l'indication du dépistage
il peut être proposé systématiquement ciblé sur une population à risque de développer une dysplasie bronchopulmonaire, mais uniquement si derrière vous avez un traitement qui va être décidé par le service. Et puis, bien sûr, indication de dépistage en cas d'évolution respiratoire sévère ou de suspicion d'infection congénitale ou avant de mettre en place une corticothérapie postnatale pour évaluer l'indication d'un traitement associé. Les indications de traitement, donc, pour une infection aiguë évolutive, là, il y a peu de discussion. Proposition de mettre de l'azithromycine sur les atteintes pulmonaires selon l'antibiogramme. En cas de méningite, on sait que l'azithromycine a une mauvaise pénétration du système nerveux central, donc proposer plutôt l'érythromycine ou la clarithromycine. Et la question du traitement pour prévenir le risque de dysplasie bronchopulmonaire, donc là, ça serait vraiment plutôt la molécule de l'azithromycine. Donc, le traitement probabiliste, c'est-à-dire sur une population qui n'est pas dépistée à la naissance, il n'y a vraiment aucun argument et la balance bénéfice-risque n'est a priori pas acceptable. Le traitement préventif dans une population à risque en cas de dépistage, pour l'instant, il n'y a pas quand même de preuve formelle d'une efficacité démontrée. Donc la balance bénéfice-risque reste encore non favorable, mais se discute. Et puis le traitement curatif dans une population en risque en cas d'infection, et là on rejoint celui probablement de l'infection aiguë évolutive, oui, un traitement, probablement azithromycine. Alors quels critères pour définir cette population borderline entre la colonisation et l'infection, et quelle durée de traitement? Je n'ai pas encore la réponse. Voilà, je vous remercie.